Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Bonjour à tous et bienvenue dans La Quinzaine, le podcast qui, toutes les 2 semaines, vous parle de cinéma, des réalisateurs et des acteurs que l'on adore. Ça tombe bien, puisque cette semaine, on va vous parler d'un acteur que l'on aime beaucoup ici, Joaquin Phoenix, qui est à l'affiche de A Beautiful Day, You Were Never Really Here, en version originale. Je m'appelle Jacques, et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Ambroise. Salut Ambroise. Salut Jacques. Et Camille. Salut Camille. Salut Jacques. Mais avant de parler du film A Beautiful Day, on va aussi faire un petit tour de l'actualité cinéma, qui est plus trop d'actualité maintenant, mais c'est pas grave. Ambroise, je crois que tu as été voir le film qui a eu la Palme d'Or cette année à Cannes, The Square. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé ? Oui, alors The Square, film suédois qui parle des aventures du gérant du musée de Stockholm. Ouais. C'est un film assez déroutant, c'est l'objectif. Moi, personnellement, j'ai pas apprécié le film outre mesure. Je considère pas que ce soit un chef-d'œuvre ni un grand film. Mais il y a quand même des aspects qui sont assez intéressants. Mais comme beaucoup de Palmes d'Or, ça reste du grand film pseudo-intellectuel sur des sujets tels que la pauvreté, les SDF à Stockholm et la place de l'art dans la société. Donc que des grands thèmes qui auraient pu aboutir sur quelque chose d'intéressant. Le film n'est pas inintéressant, mais je le considère pas non plus comme une vraie claque ou quelque chose dont je me rappellerai. Malgré tout, si vous aimez les films d'auteur, si vous voulez découvrir quelque chose d'assez original, je peux le conseiller à la rigueur, mais c'est assez dispensable au final. Ouais, je sais que tu avais vu aussi 120 battements par minute et dans la course, je pense que 120 battements par minute, pour le coup, est quand même beaucoup plus intéressant que... Ouais, pour toi il méritait parce que c'était aussi le favori pour la Palme d'Or. Ouais, c'est ça, je crois que 120 battements par minute, il a eu le prix du jury et c'est The Square qui a eu la Palme d'Or. Je pense que l'inverse aurait peut-être été plus judicieux, voire même pas de prix du tout pour The Square. Mais oui, 120 battements par minute est clairement un meilleur film, beaucoup plus intéressant et je trouve qu'il y a plus de cinéma dans 120 battements par minute que dans The Square. Ok. Bon, on va passer aujourd'hui au film qui nous intéresse pour cette émission, déjà la 5e émission, A Beautiful Day. C'est donc réalisé par Lynn Ramsay, qui est une réalisatrice que je ne connaissais pas. Moi non plus. Qui a fait quelques autres films comme We Need to Talk About Kevin, notamment celui-là qui est le plus connu. Donc A Beautiful Day, c'est sorti le 8 novembre dernier. C'est avec Joaquin Phoenix et c'est surtout avec Joaquin Phoenix parce qu'en fait, il est présent dans toutes les scènes du film, je crois. Je crois qu'il n'y en a pas une sans lui. C'est un film qui est vraiment centré autour de lui. Avant d'en parler un petit peu aussi, Camille, est-ce que tu peux nous faire le pitch du film, s'il te plaît ? Donc c'est un scénario un peu plus simple. Donc c'est l'histoire de Joe, et qui est joué par Joaquin Phoenix, et qui est un vétéran torturé de plein de manières, qu'on verra plus tard, et qui est un homme de main qui chasse et tue des pédophiles pour ramener les enfants aux parents. Il se retrouve confronté à un moment à un système mafieux de pédophiles de grande échelle et qui implique les plus hautes sphères et qui va complètement changer sa vie. Ouais. C'est ça, et donc ce film qui nous est présenté sur toutes les affiches où ils reprennent la critique du New York Times, le taxi driver du 21e siècle, rien que ça, etc. Un mélange avec Drive. On va mélanger un peu avec Drive, avec Only God Forgives aussi, je trouve, mais du coup, on va voir si ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Ambroise, qu'est-ce que t'as pensé du film ? Alors, ce qu'il faut déjà savoir sur le film, c'est que en regardant les différentes réactions qu'il a suscitées, c'est que c'est un film assez clivant. Ouais. C'est que autour de moi et dans ce que j'ai pu lire, soit on adhère complètement et on considère le film comme un chef-d'œuvre, soit on considère ça comme une grosse daube. Moi, pour une fois, moi qui ai souvent des avis assez tranchés, je vais me placer entre les deux. Je considère pas le film comme une grosse claque, une putain de claque comme on a pu le voir sur les affiches. Ouais. Je considère pas non plus le film comme un navet total, vu que j'y ai vu des choses intéressantes, notamment Joaquin Phoenix, et certaines scènes que j'ai trouvées assez belles, assez harmonieuses, avec des idées de mise en scène plutôt intéressantes. Ouais, je pense que tu peux spoiler dès maintenant quelle scène t'as aimé. Une des scènes où Joaquin Phoenix a récupéré la fille, ouais. Et 2 hommes de main viennent récupérer la fille, et il y a quelqu'un qui se prend une énorme balle dans la tête juste devant Joaquin Phoenix, et on voit le sang qui éclabousse sur le visage de Joaquin Phoenix. Du coup, cette scène après aboutit sur une scène de combat qui est filmée à travers un miroir qui est sur le plafond. Ouais. En fait, cette scène, elle est assez belle en termes de mise en scène, l'idée est intéressante.
Sauf que c'est pas forcément dans la logique narrative du film et que ça part un peu plus dans l'exercice de style que vraiment la mise en scène qui est pensée pour un espèce de thème commun qu'ils veulent aborder sur tout le long du film. Et tout le film, en fait, c'est ça. C'est un peu un exercice de style. C'est ça que je reproche principalement. Camille, ton avis sur le film ? Oui, clairement. Bon, déjà sur la question de Taxi Driver du 21e siècle, il faut pas non plus exagérer. Bon, il y a quelques éléments de comparaison avec le film de Scorsese. Il y en a beaucoup quand même. Donc il y en a pas mal. T'as le fait que Travis, du coup, qui est joué par De Niro dans Taxi Driver, est aussi un vétéran, a aussi des problèmes psycho suite à la guerre. C'est aussi un tueur, c'est aussi un marginal. Il sauve une prostituée, là c'est une enfant dans ce film, et il y a aussi une violence assez crue dans les deux films. Mais quand même, à aucun moment, je trouve, même si Phoenix joue très bien, il n'égale à De Niro, et pour moi le gros problème c'est le scénario. C'est un scénario qu'on a là, hyper simpliste, qui est vu et revu du vétéran qui essaye de sauver son âme en sauvant les autres. Très manichéen, puisque du coup on insiste continuellement sur les problèmes, les traumatismes du héros, et en même temps tous les méchants sont des pédophiles, donc dans tous les cas on peut les tuer sans problème, et d'autant plus que c'est soit des pédophiles, soit en plus c'est des politiciens, donc il y a un moment des politiciens pédophiles. C'est ça, les politiciens en même temps. Donc il y a un moment, si on ne les tue pas, on se pose la question de ce qu'on devrait faire, et en plus il y a quand même un problème, c'est que le scénario est parfois assez peu clair sur les flashbacks, il y en a trop, qui sont trop brouillons, assez peu développés, et du coup on se retrouve avec une accumulation de traumatismes qui font presque plus ridicule qu'autre chose. Et surtout qu'on les comprend pas vraiment, en plus ces accumulations de flashbacks, etc. On a des petits éléments de réponse par-ci, par-là, sur le traumatisme avec sa mère, sur le traumatisme en Irak. À un moment donné, il donne un sneaker, c'est un enfant derrière une barrière qui se fait tuer juste après, on comprend rien. Enfin, moi, j'ai rien compris. Donc, clairement. Et après, on a aussi des jeunes filles qui sont mortes, congelées dans un frigo, je ne sais quoi. Enfin, j'ai absolument rien compris du tout. Et puis, comme tu disais, pour moi, le scénario aussi, il est hyper balourd, quoi. On parle quand même d'un film qui a eu le prix du scénario à Cannes. On va reparler de Cannes. Ça, c'est une belle blague, quand même, Et c'est un scénario qui tient sur un post-it. Alors, bon, c'est pas un problème en soi, ça, par contre, le scénario sur un post-it, mais par contre, c'est hyper balourd. La finesse a totalement disparu. Et puis, tu sens à 10 000... Non, le seul truc qui m'a un peu surpris, c'est que je pensais qu'il allait se suicider pendant tout le film, finalement il le fait pas. Il le fait presque, mais il le fait pas. C'est ça. Oui, à la fin, Mais on nous fait quand même un vieux suspense à la fin de est-ce qu'il s'est suicidé ou pas. Enfin, je veux dire, ça aussi c'est lourd, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça hyper balourd, en fait, dans la façon de raconter les personnages, et puis en plus ça dit rien du tout, quoi. Enfin, ça dit absolument rien comme film, Ambroise, t'en penses quoi ? Si, ça parle un peu de la violence contemporaine qui assaillit notre société. Non, c'est vrai. Non, mais moi je suis d'accord sur le scénario, et ce que je me disais... par rapport à ça, c'est que c'est vraiment une énorme blague qui a eu le prix à Cannes, parce que c'est le scénario qu'on a vu dans plein de films de Jason Statham, où en fait tu remplaces Jason Statham par Joaquin Phoenix, ça marche aussi. Voire à la limite, je pense que ça aurait peut-être pu être mieux, vu que ça aurait été peut-être plus assumé. Mais non, mais par exemple, il y a un film qui s'appelle Safe avec Jason Statham, et c'est Jason Statham qui protège une petite fille et qui casse la gueule à des mecs. Bon, c'est pas des pédophiles, mais voilà, c'est exactement la même trame. C'est ce que je disais hier à Camille, je disais, si je veux voir un film en fait avec un mec un peu bourru qui protège une petite fille, je vais voir Logan en fait. Je vais voir Logan et c'est 10 fois mieux que ça. Enfin, Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, ce qui me plaisait en fait avant de voir le film, c'est j'avais vu la bande-annonce, et puis j'aime beaucoup Joaquin Phoenix, qui est un acteur vraiment intéressant. Et voilà, qu'on me vende le truc comme le Taxi Driver du 21e siècle, avec des effets un peu à la Drive. Et puis Joaquin Phoenix avec une énorme barbe hyper costaud qui casse des gueules avec un marteau. Moi j'achète. Clairement. Et c'est vrai qu'au final là-dessus c'est une énorme déception, parce que même les scènes de violence, en fait elles sont pas franchement assumées. Enfin, c'est un parti pris, mais du coup elles sont pas vraiment montrées. Elles sont soit montrées avec une caméra de surveillance, soit pas montrées du tout au final. Donc en fait il y a des scènes à la fin où on voit que il a tué des mecs avec un marteau, et on voit juste les mecs qui sont par terre et lui qui passe à côté, et il vient déjà de les tuer. Donc on n'a même pas assisté à la scène de combat, ce qui est pourtant le plus intéressant dans certains de ces films. C'est ça, mais c'est pas du tout un film d'action en fait. Non, pas du tout. Alors, ça là-dessus. Pourtant, ça a été vendu un peu comme ça. Ça a été totalement. C'est ça, mais ça a été assez mal vendu, et d'ailleurs on comprend assez mal la traduction française pour quand même avoir un titre en anglais et qui ne veut pas dire grand-chose. Mais il faut quand même reconnaître au film que
il arrive à retranscrire une ambiance poisseuse assez réussie. Et c'est principalement grâce à la musique, je pense, déjà, qui est extrêmement prenante. La musique est très bien, mais quand elle part, quoi. Mais le problème, c'est que parfois la musique part, elle est très bien, elle est hyper bien et tout, machin. Et là, tu dis, waouh, le film, ça y est, c'est bon. Là, il va y aller, il va partir avec son marteau, puis on est parti. Y a une et au final, pas du tout. Il y a pas de rythme, Enfin, pour moi, je me disais, allez, à un moment donné, c'est bon. On va voir le film qu'on nous a vendu, et en fait, on l'a absolument jamais eu. Et pour moi, il y a un énorme problème de rythme. C'est que le film, il se passe rien, en fait, pendant le truc. Ouais, c'est ça. Par rapport à la scène, moi, je parlais tout à l'heure, qui m'avait plutôt plu, c'est que cette scène, elle est sans musique, elle est assez frontale. Et justement, après cette scène, il y a un plan où Joaquin Phoenix, il marche dans le couloir, la fille vient d'être capturée, et il y a une grosse musique, justement, et donc c'est filmé en plan séquence, on suit de dos l'air décidé, et là, on se dit, ah, cool, il va se passer quelque chose, genre, là, il est énervé, et ça aboutit à la scène d'après, il s'arrache une dent. Et là, tu fais, bon, c'est ok. Ça, en fait, il était très décidé à s'arracher sa dent. Ouais, c'est ça, mais c'est constamment du contre-rythme. Voilà, c'est ça, tu penses qu'il va se passer un truc, et non. Mais en fait, les gars, est-ce que vous pensez que si on enlève Joaquin Phoenix dans ce film-là... Ah, moi, tu mets Jason Statham, j'achète. non, mais fondamentalement, que reste-t-il, quoi? Si on enlève Joaquin Phoenix, il reste plus grand-chose. Non, il y a des plans intéressants, il y a des atmosphères, mais oui, c'est vrai que globalement, que ce soit le scénario, le thème global... tout a été fait autour de lui, oui, il le porte. Il est magnétique dedans, il est là dans tous les plans, comme tu le disais, et sincèrement, en plus, il joue son rôle un peu favori de gangster tourmenté, ou en tout cas de personne qui est bien plus sombre que ce qu'il n'y paraît. Et en ça, il est très bon, mais j'ai pas l'impression qu'il se soit surpassé dans le film, et le film, dans tous les cas, le surpasse pas, quoi. Ouais, non, c'est sûr, il y a un truc, pour moi, il y a un truc qui va pas quand même. C'est-à-dire que si on enlève tous les plans, si on les divise par 3, tous les plans qu'il y a sur Joaquin Phoenix pendant tout le film, en fait, on aboutit à un court-métrage. On aboutit à un court-métrage de 20 minutes. Un très bon court-métrage, certainement. Sauf que c'est filmé, c'est que du Joaquin Phoenix filmé pendant 30-45 secondes, en train de chialer, en train de s'arracher une dent, en train de marcher dans un couloir, etc. Et au final, si tu divises tout ça par 3, t'as un film de 30 minutes, très bien, très épuré, etc. Et t'as pas besoin en fait d'un film d'1h25 ou 1h30 pour montrer tout ça, quoi. Enfin, moi, en 1h30, j'ai quand même réussi à m'emmerder, quoi, pendant ce film-là. Donc c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, et puis c'est vrai que moi, ce qui m'embête, et ce qui m'embête dans beaucoup de films qui sont primés en festival, c'est que le mec, il a 40 problèmes. Il a eu des problèmes, il s'est fait battre par son père, c'est évoqué par les flashbacks. En plus, c'est un vétéran. Oui, on dirait un film français. Après, voilà, en fait, le mec a 10 000 problèmes, donc forcément, il est torturé. Et puis en plus, pour bien montrer qu'il est torturé, il fume une cigarette au bord de sa voiture en regardant la pluie tomber. Ouais. C'est vrai que c'est des trucs assez lourds. Mais moi, je suis pas aussi négatif que vous sur le film. Je pense qu'il y a quand même certaines... Bon, après, oui, c'est dispensable. Je suis complètement d'accord que c'est dispensable. C'est pas un grand film. Mais oui, c'est vrai que là-dessus, sur ces aspects-là, c'est assez embêtant. Mais bon, Joaquin Phoenix est quand même bien dans le film. Il est très bien. Il y a plusieurs scènes où c'est quand même assez bien mis en scène, mais c'est vrai qu'au final, ça reste assez vain. Ouais, c'est clair. Et puis pour moi aussi, un truc, je me faisais la réflexion, c'est que le film manque aussi d'un méchant. C'est vrai. Il n'y a pas de vrai grand méchant pour donner un peu la réplique à Joaquin Phoenix. Qu'aurait pu aussi faire apparaître un peu de meilleur. Ouais, un alter ego. Voilà, enfin, ça aurait été. Je pense que c'est le but du film aussi, de montrer du coup un méchant et une monstruosité qui s'échappe toujours, ce type de réflexion qui à nouveau est assez bas de gamme, mais qui. Mais à mon avis, c'est le but du film, quoi. Mais au final, quand on regarde un peu le film, pour moi, c'est bas de gamme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a. Il n'y a pas toutes les réflexions, la scène de la rédemption, quand il enlève ses petits cailloux qu'il a dans les poches pour remonter à la surface de l'eau, etc. Genre. Ouais, scène très bizarre. Ça va, scène qui est censée être hyper lyrique et tout, mais qui au final, tu fais bon. Mais en fait, c'est une belle scène, c'est très bien filmé, etc. La lumière est. Mais c'est pas en accord avec le reste du film, et au final, puis c'est lourd, quoi. Enfin, le coup il est sur le point de se suicider, puis là, on voit l'image de la petite fille qui arrive et il fait « Oh bah non, je vais pas me suicider, je vais quand même aller la sauver. » Voilà. C'est lourd. C'est pas compliqué. C'est vrai qu'en fait, je l'aime pas du tout, ce film. Vous avez raison. Bon, pour continuer de parler un petit peu de Joaquin Phoenix, faut savoir aussi qu'il a eu le prix de la meilleure interprétation pour ce film-là à Cannes.
Pour moi, c'est pas le plus grand rôle de Joaquin Phoenix. Je pense Puis rapidement, comme on en parlait tout à l'heure, je pense que on en a parlé de Nahuel Pérez-Biscayer sur la dernière émission. Je pense que Nahuel Pérez-Biscayer, dans 120 battements par minute, il mérite 1000 fois plus le prix d'interprétation que Joaquin Phoenix dedans. Mais ça, c'est mon avis. Mais en fait, pour moi, c'est le film aussi qui sert ce prix-là, et le fait qu'il ait eu ce prix-là, c'est parce que... Puis peut-être l'histoire personnelle de Joaquin Phoenix aussi à côté, avec ce qui lui est arrivé dernièrement, le fait qu'il obtienne un prix, ça, c'était la belle histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé dernièrement? Bah, par rapport, on va en parler, mais du documentaire I'm Still Here. Attends, c'était en 2009, 2010? Oui, mais entre-temps, il a fait quelques films, mais c'est bien qu'il soit revenu par rapport à ça. Enfin, il avait annoncé... C'est sûr, mais il a fait quand même un grand nombre de films. Oui, c'est vrai qu'il a fait Heure, il a tourné avec Paul Thomas Anderson. Ouais. Puis tu donnes pas un prix parce que le mec a dit qu'il a arrêté le cinéma et qu'il allait se une carrière. Des prix donnés à des mecs juste pour les circonstances, sans forcément se fier au film ou à la performance, il y en a eu beaucoup. Hein. Oui, mais ça, c'est quand t'as 60 ans et qu'il se trouve que t'as rien vu avant, quoi. Ou au Marcy. Mais à la limite... Mais à la limite, moi, le prix me choque pas tant, en tout cas par rapport au prix du scénario qui vraiment, lui, était totalement immérité. Qui est totalement abusé. Enfin, je sais pas, pour moi, ça restera pas comme un... Ou alors, faut donner le prix du scénario à des films avec Jason Statham. Il y a un peu de ça, mais à Cannes, je pense pas, Ambroise, je pense pas. Désolé. Si ça arrive un jour, je pense qu'on aura gagné. Je suis pas sûr et je pense que personne n'y gagnera. Mais en tout cas, pour moi, ça restera pas un grand rôle de Joaquin Phoenix. Je l'ai beaucoup plus préféré dans des films comme The Yards, comme La Nuit nous appartient, dont on va parler maintenant, ou même Walk the Line aussi. Et pour vous, c'est quoi la plus grande performance de Joaquin Phoenix jusqu'ici, Camille? J'avoue que j'ai eu une hésitation entre Walk the Line, où je le trouve vraiment pas formidable dans un exercice que j'aime pas trop, le biopic de chanteur, vraiment je trouve ça un peu casse-gueule. C'est vrai qu'en plus à l'époque il y en avait eu beaucoup. Ouais, il y a eu un réveil entre tout ça, vraiment c'est un peu casse-gueule et je le trouvais formidable dedans, justement parce qu'il essaye pas de mimer parfaitement Johnny Cash, et d'autant plus que c'est lui qui chante, c'est lui qui joue de la guitare, je veux dire, c'est quand même un maxi rôle quoi. Du coup entre ça et dans La Nuit nous appartient de James Gray, sorti en 2007, où il était vraiment formidable à nouveau dans la quête de rédemption filiale ou d'homme de la nuit, il se transforme en policier pour retrouver l'honneur de sa famille. Avant de te passer la parole, Ambroise, et de te demander la même chose, je rappelle quand même que Joaquin Phoenix, il avait été nommé à l'Oscar du meilleur second rôle dans Gladiator, qu'il avait été nommé pour le premier rôle dans Walk the Line, et pour aussi The Master, qui était sorti un petit peu plus récemment. Alors toi, Ambroise, ton avis sur la question? Moi, en fait, Joaquin Phoenix, c'était un acteur pour lequel j'avais pas spécialement de l'affection, pour lequel j'avais du respect. Mais là, dernièrement, en préparant l'émission, on s'était dit qu'il fallait regarder certains films. Et moi, il y avait un film que j'avais pas vu, c'était Heure. Très difficile à dire. Il faut aspirer le H. Et donc Heure. Et je l'avais pas vu du tout, j'étais complètement passé à côté quand il était sorti en 2013 je crois, et j'en avais quand même entendu beaucoup de bien, et donc je m'étais dit ça pouvait être intéressant, et j'ai vraiment pris une grosse claque, parce que Heure, je trouve que c'est l'une des plus belles histoires d'amour, ou peut-être pas une histoire d'amour, je résume le film rapidement, mais c'est dans un futur assez proche. C'est un homme entièrement seul qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo et qui va sur des sites pornographiques. C'est Camille en fait. Bravo. Bel esprit. Je suis pas sûr que c'est moi que ça dégrive le mieux. Donc pour revenir à Heure, en fait qui tombe amoureux d'une voix artificielle qui est la voix de Scarlett Johansson en plus, pas n'importe laquelle. Et en fait c'est un film, ça pourrait être très con, vraiment, parce que moi j'avais entendu le pitch, je me suis dit ah ouais non c'est vraiment hyper casse-gueule, et du coup c'est vraiment une magnifique histoire d'amour, parce que en plus il y a des scènes où il rigole avec cette intelligence artificielle, et même on en vient même à s'attacher à l'intelligence artificielle qui est donc la voix de Scarlett Johansson, et vraiment j'ai trouvé le film hyper intelligent, hyper beau, hyper poétique, et vraiment touchant pour le coup. Et en plus, ça traite d'un futur... pour un film qui parle d'intelligence artificielle dans un futur proche, avec une belle mise en scène, des belles couleurs,
par rapport à un film dont on avait parlé récemment, je trouve ça quand même 10 fois mieux fait. Ouais, mais c'est surtout que le film Her est hyper fin, et puis il est aussi porté par la voix de Scarlett Johansson, qui je trouve est parfaite aussi. Perso, j'étais amoureux à la fin. Là-dedans. Oui, mais on est tous un peu amoureux de l'intelligence artificielle à la fin du film, je crois, clairement. Moi, je suis amoureux de Scarlett Johansson. même de sa voix. Et sinon, après, évidemment, pour parler de Joaquin Phoenix, on est obligé de parler des 4 films qu'il a fait avec James Gray. Donc dans l'ordre, il y avait The Yards, il y avait La Nuit nous appartient, il y avait Two Lovers, et puis The Immigrant. The Immigrant, ouais. Plus récemment. Est-ce que vous les avez vus? Qu'est-ce que vous en aviez pensé? Parce qu'en fait, c'était aussi des rôles qui étaient très différents, à part The Yards et La Nuit nous appartient, où finalement on a un film qui est assez... on a 2 films qui sont assez proches l'un de l'autre. Mais Two Lovers, après, et même The Immigrant, c'est quand même pas la même chose. Camille? Donc moi, je les ai tous vus à part The Immigrant, en fait, qui était pourtant le plus récent et le plus... Mais c'est le plus dispensable aussi, je trouve. Le plus dispensable? Ouais. Bon, tant mieux. Et j'ai vu The Yards très récemment, là, cette semaine, pour préparer l'émission. Et c'est vrai qu'il y a de grosses similitudes entre The Yards et La Nuit nous appartient. On a en fait l'impression d'avoir le même film, soit du côté de la mafia, des gangsters, soit du côté de la police. Ce qui, au final, est assez intéressant comme lecture... des 2 films. Et moi j'aime beaucoup James Gray, même si je trouve que c'est assez classique en termes de mise en scène. Je sais pas ce que tu en penseras. Moi, James Gray, je le considère plutôt comme un réalisateur intéressant, mais pas non plus... qui a rien fait d'exceptionnel. Pour moi, le problème, c'est que mon film préféré de James Gray, c'est Little Odessa, qui est son premier film. Ouais. Et je trouve que dans tous les films d'après... qui est excellent. Bon. Et je trouve que dans tous les films d'après, c'est des bons films, mais c'est la même thématique. En plus, il réutilise les mêmes acteurs. Et je trouve qu'il élève jamais son propos finalement. Mais ça reste des bons films. Et puis le fait que dans Little Odessa, il n'y a pas Joaquin Phoenix. Ouais. Mais je te trouve assez dur quand même quand tu dis que c'est la même thématique, etc. à chaque fois. Ça reste le thème des bandits un peu minables. Ah ouais, dans Two Lovers, c'est ça. Non, pas dans Two Lovers. Après, j'ai pas vu Two Lovers, des Immigrants. Moi, je parle plutôt des 3 films de. Du coup, moi, je parle de La Nuit nous appartient et de The Yards et Little Odessa, qui sont un peu une trilogie par rapport à ça, par rapport à cette thématique. Mais donc voilà le lien filial. Et donc là-dessus. Mais après, par exemple, dans La Nuit nous appartient, il y a une scène de course-poursuite sous la pluie qui est exceptionnelle, qui est l'une des meilleures scènes de course-poursuite de l'époque où il y avait eu, avec les Fast and Furious, bien sûr. Et c'est pas bien qu'on dise Fast and Furious. On va rester sérieux. Après, je vais vous citer du Steven Seagal. Non, j'aimerais bien que les gens nous écoutent, s'il te plaît. Et du coup, oui, dans La Nuit nous appartient... c'est vrai que l'histoire est quand même assez intéressante et justement il y a cette scène, mais je trouve que après dans la thématique des films de gangsters new-yorkais, il y a quand même eu beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes qui ont été faites autour. Je trouvais que c'était vraiment aussi porté par Joaquin Phoenix en fait. Ces 2 films-là, ils sont... Et Mark Wahlberg qui est un excellent acteur. Et les 2, je trouve, ils se répondent très bien dans les 2. C'est vrai, mais Mark Wahlberg, c'est plus attendu en fait qu'il fasse des films un peu comme ça. C'est des films où on le voit assez souvent, des films de mafieux, un peu poisseux, etc. On l'attend là-dedans, alors que Joaquin Phoenix, moi, c'est pas un acteur que j'attendais spécialement à voir là-dedans, quoi. Mais là où je vois une similitude entre tous les films du coup de James Gray et du coup avec Phoenix, c'est le rapport à la famille en fait. C'est comment est-ce que la famille devient un obstacle à s'accomplir soi-même et elle nous retient constamment. Et par exemple dans Two Lovers, du coup il doit faire le choix entre les 2 femmes, dont une qui est apportée par la famille, etc. Et pareil dans La Nuit nous appartient, où il revient dans le giron familial, dans The Yards où il essaye de fuir du coup un passé pour le moins crapuleux, incestueux et crapuleux. Oui, c'est vrai qu'il y a l'inceste aussi. Et que justement dans tous ces rôles, Phoenix est très bon, puisque du coup il arrive à mettre la nuance en plus, et il permet de passer d'un film où le scénario est relativement classique, même s'il est bon, à un bon film, voire un très bon film, en mettant toujours énormément de nuances dans son jeu et dans sa manière de jouer ses personnages
à torturer. Ouais, toujours l'homme un peu fêlé, torturé comme tu dis, et puis qui finalement trouve là-dedans aussi une certaine force et un moyen de s'élever aussi dans sa blessure, quoi, qui se laisse pas abattre et tout. C'est vrai que c'est. Et pour continuer un petit peu sur le réalisateur dont Joaquin Phoenix est un des acteurs fétiches, on sait aussi qu'il a tourné 2 fois avec Shyamalan. Ambroise, tu les avais vus, The Signe et Signe et Le Village. Oui, le Village pour lequel son rôle a été écrit. Le rôle a été écrit pour lui. Moi j'ai pas vu Le Village, mais j'ai vu Signe. Ouais. Et après c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est un acteur qui tourne plusieurs fois avec les mêmes réalisateurs. Donc il y a Shyamalan. Il a tourné 2 fois avec Paul Thomas Anderson, qui est aussi un excellent réalisateur, et donc James Gray, on l'a déjà dit. Attends, c'était quoi le deuxième film de Paul Thomas Anderson ? The Master ? J'ai plus le titre en tête, mais qui est sorti juste après The Master. Il a tourné 2 fois en peu de temps avec lui. Okay. Et du coup, c'est quand même quelque chose d'intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure avec James Gray, c'est que pendant un moment, Joaquin Phoenix, c'est un peu le De Niro. Enfin, Joaquin Phoenix, c'est pour James Gray ce que De Niro était pour Scorsese à un moment. Mais pour moi, après, la comparaison s'arrête là, parce que Joaquin Phoenix, c'est pas De Niro, et James Gray, c'est vraiment pas Scorsese. Ouais. Malgré le fait qu'il aurait bien aimé, je pense. Oui, je pense que oui. C'était un peu le but, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Camille, toi, tu les avais vus, Signe et Le Village ? Non. Sans dire la fin du Village pour Ambroise. Et bien justement... Mais je la connais, la fin, c'est le pire. J'ai vu aucun des 2 films. Par contre, je voulais plutôt parler de Inherent Vice de Thomas Anderson, qui était sorti en 2015. Ouais, moi j'aurais souhaité, on va garder cette idée pour plus tard. Très bien. Parce que je pense que d'abord on va parler aussi de la coupure qu'il a eue dans sa carrière, avec le fameux documentaire. Bien sûr. Donc, le fameux documentaire I'm Still Here. Du coup, oui, c'est ça. En 2011, il fait avec Casey Affleck, qui était à l'époque son beau-frère, qui était marié avec Summer Phoenix. Il fait un faux documentaire sur sa retraite et où il annonce, je crois qu'il annonce à la télé qu'il va faire un album de rap qui sera produit par P. Diddy. Et du coup, le documentaire raconte ça. Je laisse continuer en vrai. Mais c'est un documentaire assez spécial. C'est c'est extrêmement malaisant dans le sens où durant tout le film, on suit le parcours de Joaquin Phoenix et il y a en fait plusieurs aspects au film. Il y a le moment où on le suit au quotidien et c'est assez bizarre puisque on le voit en train de commander des pizzas, en train de fumer de la drogue, en train de commander des prostituées. Et donc pour montrer l'aspect minable et en fait on sait pas vraiment quel est l'aspect vraiment faux documentaire ou dans le réel. Et il y a d'autres scènes en fait qui sont pour moi les parties, enfin ces scènes là où on le voit dans son quotidien, c'est pas intéressant, moi j'ai trouvé ça hyper lourd. Mais les autres scènes on le voit pas dans son quotidien et qui montrent un peu en fait l'industrie, comment elle fonctionne, vu que ce qui est bien c'est qu'il y a des moments où ils montrent des extraits d'émissions de télé américaines donc hyper réalisées, où ils exagèrent sur tout, où ils disent il a pris sa retraite mais est-ce que c'est un canular, on sait pas, il veut se lancer dans le rap, est-ce qu'il va être produit par Puff Daddy et tout ça. Et il y a des scènes aussi de dialogue avec Puff Daddy où Puff Daddy ne sait pas qu'en fait c'est un canular et il lui fait écouter ses maquettes et c'est nul, enfin ce qu'il fait et en fait ces scènes là elles sont assez drôles et c'est assez marrant de voir un personnage comme P. Diddy du coup qui est quelqu'un qu'on voit rarement sourire, qui est vraiment une vraie présence et qui est là et qui ose pas dire à Joaquin Phoenix que ce qu'il fait c'est complètement nul et qui dit bon écoute on reste en contact, je peux pas te produire maintenant mais si tu fais des efforts. Et tout l'aspect aussi où il y a une scène très longue où il est invité chez Letterman. Et en fait, c'est un peu comme il fait une espèce de doc gynéco où il arrive et en fait il parle pas. Enfin, tu sens que le mec il est pas là. Et cette scène elle est extrêmement longue et elle met bien mal à l'aise. Et Joaquin Phoenix du coup il joue un personnage à ce moment-là, mais on sait pas vraiment à quel point il le joue ou pas, vu qu'en plus durant le film il a une grosse barbe, il a tout le temps des lunettes de soleil, il a pris 10 kilos, enfin voilà, il est vraiment pas en forme. Et c'est intéressant pour ce que ça dit sur l'industrie, mais ça reste quand même dispensable parce que toutes les suites sur le reste, c'est pas hyper intéressant. Oui, c'est clairement un documentaire qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses, quoi. Voilà, c'est ça. Puis il est hyper inégal, vraiment. On se demande à la fin, mais qui est le vrai, du coup est-ce que j'ai même raison de me poser la question de qui est le vrai? Enfin, c'est assez... Et surtout que c'est très étrange, parce qu'en fait, moi j'ai le sentiment qu'après ce documentaire, et là on va revenir à Inherent Vice, Camille, j'ai le sentiment qu'il n'a pas changé de mode de fonctionnement pour choisir ses films. C'est-à-dire que là où on aurait pu s'attendre à un virage à 180 degrés
dans sa manière de prendre ses films, de choisir ses rôles, etc. Finalement, il fait un peu les mêmes films, enfin, que ce soit pour Irrational Man qui est sorti dernièrement, que ce soit pour Inherent Vice dont tu parlais, Camille, c'est aussi toujours la même chose, quoi. Donc, clairement, même s'il dit que ce documentaire a fait beaucoup de mal à sa carrière, il me semble qu'il s'est quand même plutôt bien relevé. Oui, il s'est bien relevé. Ça fait son petit buzz aussi à l'époque. Ça a fait son petit buzz et à la limite, c'est lui qui a fait ce documentaire, quoi. Du coup, je veux dire. Mais oui, moi je l'avais beaucoup aimé dans Inherent Vice où il joue pas Doc, du coup, globalement un mec qui va se retrouver à faire une enquête, mais à la Big Lebowski un peu presque, drogué constamment dans les années 60, 70. Et l'ambiance est plus au LSD qu'à autre chose. Et vraiment, mais l'enquête devient de plus en plus complexe et improbable au fil du film. Et vraiment, j'avais trouvé ça très très cool. Et son rôle, il est très convaincant en gros fumeur de joint qui mène l'enquête petit à petit. Et ça, c'est pas vu le film, mais tu me donnes très envie de le voir. Ah, mais vraiment, pas mal, ouais. Tu l'as très bien oublié. Et c'est du coup par Paul Thomas Anderson, le même avec lequel il avait fait The Master en 2013. Donc c'est le deuxième. Et ce film est sorti en 2015. Ok, bon, merci, ce sera ta petite reco aussi pour la fin de podcast. Merci Camille, merci Ambroise. Merci Jacques. Merci Clément au son encore une fois. C'était donc l'épisode 5 de la quinzaine, et puis on se retrouve dans 2 semaines. Salut!